Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir. On avait dit stand du NPA, mais on a réussi à faire stand collé, donc stand de l'offensive et du NPA. Je suis Yuri, je suis porte-parole aujourd'hui pour l'offensive. Je vais présenter rapidement l'offensive. Donc l'offensive, c'est quoi? C'est une organisation municipaliste libertaire qui a été fondée il y a 3 ans sur un constat. Arrêtons de se défendre, maintenant on attaque. Concrètement, on en avait marre d'enchaîner avec nos camarades de la gauche radicale, dont le NPA, les défaites sociales et politiques contre la droite, les fascistes et également le PS et autres partis faussement de gauche. On a donc cherché un nouvel horizon de société vers lequel se tourner, qui soit écologiquement et socialement désirable, en mettant fin aux oppressions et aux aliénations. Ce projet, c'est celui du communalisme. Concrètement, on agit local, en reprenant le pouvoir par le bas, en décidant à une personne égale une voix, de comment organiser nos vies, nos villes, nos rues, nos quartiers, l'énergie, l'eau, etc. On pense aussi global en prévoyant de fédérer ces reprises de pouvoir locales. Il y a quelques mois, le 18 avril, on a lancé un grand meeting avec toutes les organisations de la gauche radicale lilloise pour lancer une réflexion et un mouvement en vue des municipales de 2026. Une grande partie de ces organisations, à l'image de nos camarades du NPA, ont répondu présentes et on les en remercie. La journée d'aujourd'hui et le meeting de ce matin, c'est une nouvelle pierre apportée à l'édifice de cette reprise du pouvoir dans la métropole lilloise par la gauche radicale, parce qu'il n'y a pas que Lille, les camarades en parleront, mais il y a aussi Aubourdin et d'autres villes dans lesquelles on va être mobilisés. Et puis pour mettre cette nouvelle pierre, qui de mieux que Philippe, ici présent. Donc avec Caro et Victor, nos porte-parole, et Paola, porte-parole du NPA, vous évoquerez donc l'importance de créer des alternatives écologistes, anticapitalistes et démocratiques et des listes municipalistes libertaires pour porter le projet de société communaliste à Lille et partout où c'est possible. Vous évoquerez également l'actualité et le mouvement d'ampleur qui nous attend le 10 septembre évidemment et qui va certainement jouer un rôle majeur dans la vie politique de notre pays dans ces prochains mois. Voilà, je vous laisse la parole, merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Par vos présences, c'est vrai que nous avons fait fuir la droite. Hier, ils étaient installés ici avec leur stand et aujourd'hui, on a occupé l'espace. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis Paola du NPA. Et donc, je suis là pour présenter notre projet pour les municipales de Lille. C'est vrai que ça peut faire bizarre de parler des municipales dans les contextes actuels parce qu'on vit une nouvelle crise politique en France dont l'issue en fait est encore incertaine. Tout d'abord, on a un gouvernement Macron en fait qui est de plus en plus impopulaire et qui pense de continuer à gouverner à coup d'autoritarisme, d'arrogance, de 49.3 contre la très grande majorité de la population qui déjà ne voulait pas de sa réforme des retraites aujourd'hui et qui aujourd'hui refuse massivement les plans d'austérité des Barreaux et appelle donc à tout bloquer. Car oui, tous les gouvernements qui se sont succédés, Borne, Attal, Bayrou, ont tous en commun quelque chose. Ils ont quoi en commun? Ils représentent les intérêts de la classe dominante, donc pas du tout nos intérêts. C'est une minorité qui s'est enrichie et compte continuer à le faire sur les dos de la majorité. Donc les inégalités, par contre, sont désormais scandaleuses et personne ne peut plus les ignorer. C'est bien pour ça que le mouvement du 10 octobre est massif et fait peur au pouvoir. Donc déjà, on se retrouve avec un vote de confiance le 8. Et pourquoi il est puissant? Parce qu'il se fonde sur cette prise de conscience autour de la nécessité de rompre avec des politiques d'austérité qui étranglent les classes populaires, qui assèchent les ressources collectives et détériorent donc l'accès aux services essentiels de santé et d'éducation. Donc avant l'été, l'arrogance de ceux qui nous gouvernent a accouché ce budget d'une violence sociale inédite. Mais leur plan n'a pas fonctionné. Les exploités et les opprimés ne peuvent pas tout encaisser. On n'a pas baissé la tête. Et c'est donc à ce moment-là, quand le mépris des dominants devient insoutenable, quand on demande encore de subir, c'est là que la colère explose. La colère, un sentiment politique qui est légitime et qui débouche aujourd'hui vers un mouvement social d'ampleur que nous contribuons en tant que militants de la ville à construire activement
et qui fera bientôt ses preuves. Donc, les chantages de la dette ne fonctionnent pas quand on a arrosé les grosses entreprises capitalistes à la hauteur de plus de 200 milliards, quand on a éliminé l'impôt sur la fortune et démantelé les droits du travail avec la loi travail, avec les ordonnances Macron, avec les réformes successives du chômage. C'est donc dans le cadre de cet essoufflement des institutions que nous nous retrouvons à agir aujourd'hui. Car oui, nous ne devons pas être uniquement spectateurs de cette mascarade. Nous pouvons, à notre échelle, dans notre ville, occuper l'espace, rentrer dans la bagarre politique. Et c'est précisément ce que nous comptons faire avec les camarades de l'offensive. Donc, à Lille, il y a les relais des politiques nationales. Bien sûr, on subit aussi à l'échelle de la ville l'austérité, qui réduit à l'os les budgets des municipalités, qui ne permettent plus de répondre aux besoins de la population. Nous refusons sur l'île les politiques qu'on a vécues jusqu'à-là, des gentrifications, des ségrégations sociales et spatiales. Nous refusons de taxer les pauvres avec des parkings payants dans les quartiers populaires. Nous dénonçons aussi l'absence d'une politique écologiste digne de ce nom. Et c'est là, sans compter l'argent qui a été sucré aux associations, les tris des jeunes réalisés par les conseils, alors que les mineurs non accompagnés, soutenus par les comités des quartiers, demandent juste un toit. Des logements vides peuvent être réquisitionnés à cette fin sans trop d'efforts. Là aussi, la capacité d'auto-organisation des habitants et des habitantes, des jeunes, a fait bouger les choses. C'est la preuve que nous pouvons changer la donne. Nous rentrons donc dans la bagarre avec un autre projet, un projet de rupture avec le capitalisme, qui parte du bas, qui soit porté par ceux et celles qui luttent, mais aussi par chaque habitant et chaque habitante de la ville. Nous ne prétendons pas vous représenter dans les municipales. Nous ne courons pas après les postes, mais nous vous demandons de vous y investir en première personne, à nos côtés. La Ve République est à bout de souffle. On voit ces institutions dans lesquelles personne plus y croit. Donc, c'est à nous de repenser la démocratie. C'est à nous de repenser les choses et donc d'occuper, y compris les terrains de cette campagne, pour les faire. Nous avons aujourd'hui un terrain favorable, les mouvements sociaux qui est en cours, et donc des élus anticapitalistes, des élus vraiment écologistes peuvent constituer un point d'appui aussi pour les luttes. Et ce n'est pas l'inverse. C'est une façon très différente de voir les rôles institutionnels, non pas comme une fin en soi, pour prendre le pouvoir, pour se préserver au pouvoir, mais comme un amplificateur de mobilisation et de volonté populaire. Donc à nous de réinventer cette démocratie à bout de souffle, inspirée par les pratiques et les expériences du mouvement du 10, qui a beaucoup à enseigner. De nombreuses personnes avec des profils très différents sont en train de coopérer pour construire l'action collective. Un cadre partagé, des revendications communes, des formes de lutte nouvelles qui nous permettent de construire un rapport de force sur la durée. C'est une façon aussi de tenir à l'écart l'extrême droite qui est très forte dans notre région. Et oui, l'extrême droite, le Rassemblement national s'est désolidarisé du mouvement du 10, qui réclame plus de justice sociale, qui exige une redistribution des richesses et une prise en compte de la volonté populaire. Ce terrain progressiste ne lui convient pas du tout. Elle est beaucoup plus à l'aise dans les négociations avec la bourgeoisie, qu'elle a besoin d'elle en ces moments de crise, pour maintenir un ordre social qu'elle voudrait encore plus injuste, encore plus brutal que celui que nous connaissons aujourd'hui. Dans notre région, qui souffre de la déindustrialisation, du chômage, où la gauche a beaucoup déçu en raison de son travail de gestion du système capitaliste, gestion qu'il a dévouée désormais, c'est à nous de redonner envie aux gens de faire de la politique. Là aussi, nous n'avons pas de temps à perdre. Mobilisons-nous tous ensemble, les 8, les 10, les 18 et après. Prenons nos affaires en main, sans se faire d'illusions, car, bien sûr, une élection ne transforme pas une société, mais il n'est pas impossible de penser d'administrer cette cité différemment par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Donc, nous pouvons au moins dénoncer les abus, nous pouvons au moins être là, en fait, et accepter de se poser tous ensemble la question du pouvoir
et de comment l'administrer. Donc l'échelle locale pour nous est particulièrement intéressante. Les projets de l'offensive, là, longuement développés, ça ouvre des espaces de participation à travers des revendications qui sont très concrètes, qui touchent vraiment la vie quotidienne de chacun. Renverser le capitalisme semble quelque chose d'impossible, inatteignable, et pourtant des revendications transitoires permettent d'aller dans la bonne direction, mieux comprendre les enjeux, des mesures qui favorisent l'intérêt général, tout simplement, avec des campagnes pour la gratuité des transports. Il sera difficile de faire pire sur les transports, sur la ville, de ce qui est fait actuellement. Des premières mesures de gratuité des mètres cubes d'eau, la promotion du monde coopératif ou encore de la démocratie directe. Donc, c'est donner les moyens pour lutter contre la précarité et contre les oppressions. Œuvrer en gestion des services publics qui soient mis sous contrôle des habitants et des habitantes. De nombreuses choses peuvent être imaginées si on s'en donne les moyens et si on s'organise pour construire une alternative. Une alternative qui, pour nous, va dans le sens d'une société éco-socialiste. Car dans le capitalisme, l'exploitation de l'homme par l'homme s'articule à l'exploitation des ressources naturelles, sans se soucier de la durabilité et de la conservation des écosystèmes. Nous devons mettre à mal ces systèmes qui exploitent et méprisent le travail reproductif des femmes et celui des immigrés, qui affament une grosse partie de la population mondiale, car la richesse et l'opulence des puissances coloniales, comme la France, comme le disait Frantz Fanon, elle est bâtie sur les dos des esclaves, elle est nourrie du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et des sous-sols de ces mondes sous-développés, comme ils appellent. C'est cet ordre colonial qui aujourd'hui persiste et qui rend les puissants indifférents au génocide et à la famine en Palestine, qui pousse la France à faire marche arrière sur les processus de décolonisation de la Kanaki. Hier, des familles et des jeunes Kanaks sont venus ici pour demander notre solidarité. L'île, notre île, ne discriminerait plus ni les gens du voyage, ni les autres habitants, et renforcerait par exemple le jumelage avec la ville de Naplouse. Ce sont des petites choses, mais qui vont dans une autre direction, à la place de criminaliser la solidarité avec la Palestine. Elle s'appuierait véritablement sur nos capacités d'auto-organisation, car c'est nous, tous et toutes, qui produisons des biens et services. Faisons-les pour répondre à nos besoins et non pas pour nous livrer à une course effrénée vers l'accumulation. Donc construisons ensemble un contre-pouvoir populaire, les seuls capables de porter une rupture avec le monde capitaliste et donc voir naître une société meilleure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Victor de l'Offensive. Et déjà, bienvenue à celles et ceux qui ne sont pas de Lille et qui sont venus pour la braderie. Et merci à tout le monde de rater 2-3 bonnes affaires pour nous écouter ce matin. En vrai, c'est assez intéressant pour nous de lancer la campagne de notre liste écologiste radicale ce week-end. On va passer pour les raisons évidentes, il y a plein de monde, on va en chercher d'autres. Mais c'est surtout parce que la braderie, c'est un événement très important pour les Lilloises et les Lillois. En tout cas, pour moi, étant né ici, la braderie, c'est un marqueur important du passage du temps, d'une année à l'autre. C'est aussi symbolique que le Nouvel An. Et n'oublions pas que ça fait très longtemps que c'est comme ça. La première braderie, elle a eu lieu, Lille, c'était en Espagne. C'est surtout un événement qui redéfinit un temps, une partie de l'utilisation de l'espace urbain et des pratiques économiques. C'est vrai, hein, on consomme des produits de seconde main et on n'enrichit aucun actionnaire. On peut marcher dans les rues sans se faire écraser. Et chose assez exceptionnelle, Ilevia réussit à fournir un service de qualité pendant plus de 48 heures. Et encore, c'était mieux avant, parce que dans le cas de la braderie, on peut le dire sans être chroniqueur sur CNews. Et j'en rajoute même pas en disant que c'était mieux avant. Et ça illustre le propos de commencer par la braderie, parce que l'évolution de ces dernières décennies est un exemple parlant des méfaits des politiques néolibérales servies par les fossiles pachydernes que sont les socialistes et les sociodémocrates du nord de la France. Vous savez, les socialistes roses là, qui ont leur stand là-bas et leur discours de responsabilité. Les socialistes verts
avec leur bienveillance gage de maintien du statu quo, ou encore les socialistes rouges et leur idéologie marxisto-saucisson sec. En effet, il n'y a pas si longtemps, il y avait la braderie dans les quartiers populaires. On y faisait des achats d'objets utiles pour le quotidien, on y passait le week-end et plus encore. Cet espace de liberté populaire a été encadré à coups d'arguments sécuritaires, sous les coups de pression des grandes anciennes du centre-ville et du Vieux-Lille, et de la gentrification accélérée, aussi de la bonne moralité sur la consommation de boissons qui pourtant permettent le rayonnement international de la France. Sans en faire trop, on pourrait faire une thèse sur le marchepied qu'est la social-démocratie pour le néolibéralisme autoritaire, en prenant pour exemple la braderie. Ce qu'on observe ici dans les rues de Lille, c'est le même mécanisme à l'œuvre partout en France et dans le monde. Nous faire consentir au renoncement, à nos droits, à nos plaisirs, à l'inacceptable. Pendant que la braderie se gentrifie, les politiques au service des milliardaires continuent d'appliquer des politiques d'austérité qui attaquent nos acquis sociaux, nous mettent sous pression pour qu'on travaille plus longtemps, tout en réprimant brutalement toute contestation, dans le but de capter une part toujours plus importante des richesses que nous produisons. C'est ce même système qui, au nom de la rentabilité, détruit notre environnement, relègue les plus précaires dans des quartiers paupérisés et laisse des êtres humains dormir dans la rue. Alors, si vous avez voulu rater 2-3 affaires pour nous écouter, c'est parce que vous savez que les vraies affaires ne sont pas sur les stands de la braderie. Les vraies affaires sont celles que l'on veut nous faire passer en douce. La vraie affaire, c'est pas cette magnifique reproduction du premier T-34 rentré à Berlin en 1945. Si vous le trouvez, je suis preneur. La vraie affaire, c'est de mettre au pas des politiques qui nous aliènent, d'en finir avec ce déni de démocratie qu'est la représentativité. C'est de construire une alternative radicale pour l'avenir de Lille et au-delà. Si on veut make the planet great again, commençons ici en rendant la braderie grande de nouveau. Mettre un terme à la dynamique du capitalisme fait partie du projet que nous portons à l'offensive. Si nous voulons le détruire, il faut reprendre l'initiative. Et cela passe par retrouver le goût à la victoire politique, petite comme grande, et de les valoriser, pour construire des enthousiasmes locaux, nationaux et internationaux. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'Offensive est une organisation née à Lille pendant le Covid. C'est la rencontre de travailleurs de l'économie sociale et solidaire, d'associatifs, de militants antifa, de syndicalistes ou d'autonomes, ayant fait le constat que les discours et les stratégies portées par la gauche radicale, et nous-mêmes, des dernières décennies, nous envoyaient dans le mur. Que face à la menace fasciste, face à la menace impérialiste, face aux menaces sérieuses pesant sur les formes de vie que nous connaissons actuellement et a fortiori sur les sociétés humaines, il fallait agir ici et maintenant, sans attendre qu'un hypothétique grand soir, en arrêtant de nous draper dans des pseudo-vertus et puretés militantes, sortir du yakafaucon pseudo-révolutionnaire. C'est pour cela que là où certains ne jurent que par les chapelles, nous proposons de construire une confédération de groupes politiques, d'associations en tout genre, de sociétés coopératives, de syndicats. On se parle, on se coordonne, on débat, on garde nos particularités, mais on avance toutes et tous ensemble dans ce qu'on appelle l'écologie sociale. Et j'en profite pour boire un coup. Pour vous faire réfléchir un peu sur ces bons mots. Je vous laisse le temps de la réflexion parce que j'imagine que pour la plupart de l'Assemblée, quand j'ai dit écologie sociale, vous avez eu l'image mentale de Marine Tondelier habillée comme François Ruffin. On vous voit, hein? Non mais je vous rassure, ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer un peu. L'écologie sociale, c'est la prise de conscience qu'il n'y a pas de possibilité de sortir par le haut de la crise écologique sans mettre à bas le capitalisme. Que par extension, on ne peut pas mettre à bas le capitalisme sans gérer la société et l'économie
de façon totalement démocratique, en donnant à chacun et chacune qui le souhaite les moyens de participer activement à la recherche d'initiatives et de solutions. Il y a la suite logique. La suite logique, c'est que tout cela n'est possible qu'en mettant fin à toutes les oppressions coloniales, racistes, patriarcales et toutes les autres. En somme, l'écologie sociale est une forme de communisme libertaire. Vert à l'extérieur et rouge et noir à l'intérieur. À l'offensive, on est toutes et tous des pastèques. Et il me semble difficile, à quelques mètres de la mairie d'une ville jumelée avec Safed en Israël, de parler de pastèque et de ne pas en profiter pour crier un slogan, un des slogans de l'été, genre Des sous IDF ou un autre, quoi, comme vous voulez. Merci. Parce que, ici comme ailleurs, pas de justice, pas de paix. Notre but, dans cette élection municipale, c'est pas d'avoir une place, des élus professionnels, de siéger, de pantoufler. Si on sort de notre anti-électoralisme, c'est pour avoir quelques pieds à l'intérieur des institutions, pour imposer les points de vue populaires, ceux portés par les mouvements sociaux et ceux qui seront débattus par tout un réseau d'assemblées populaires habitantes dans les politiques municipales. Ces quelques pieds qui seront entre guillemets institutionnaliseront, ils devront fonctionner avec tous les pieds des militantes lilloises et ainsi que ceux de tous les habitants. C'est notre programme radical qu'on veut porter au conseil municipal et par extension au conseil métropolitain. Comme on l'a fait, comme on le fera dans les années précédentes dans la rue et comme on le fera aussi à partir du 10 septembre. En mars prochain, on a très envie de faire perdre la majorité actuelle et de mettre un maximum la pression sur les autres listes de gauche pour qu'elles ne perdent pas de vue qu'on ne pardonnera à personne de faire la même chose que la coalition PS, PC et Vert fut un temps a fait à notre ville. C'est pour cela que nous avons contacté l'ensemble des organisations de la gauche radicale de la ville pour construire une liste d'écologie radicale. Pour que les Lillois et les Lilloises sachent que l'écologie, c'est pas du jardinage. Sans lutte des classes, pas d'écologie. Sans faucille et marteau, pas de jardinage. C'est pourquoi nous sommes à côté de nos partenaires, comme le NPAA, les soulèvements de la terre tout à l'heure, la FANP2C et bien d'autres, et que nous discutons activement avec la FI pour mettre un terme aux méfaits des sociodémocrates lillois. Nous gardons à l'esprit que le scrutin de mars n'est qu'un moyen. En attendant le printemps, nous allons nous concentrer sur le mouvement du 10 septembre. Quel bonheur cette perspective de vagues populaires qui se sont soulevées. Tirons un maximum d'enseignements des derniers mouvements. Être fragmenté ne nous mènera nulle part. Attendre les consignes des centrales syndicales ou du comité du PCF non plus. Ni colibri, ni béton armé. Mais nous devons être durs et souples comme une planche de bois sur l'eau. N'attendons pas les consignes et, comme dirait le vieux d'hier, faisons mieux. Et il va falloir du courage parce que, je sais pas vous, mais je pense que nous, on se respecte trop pour accepter leur permanente déni de démocratie. Parce qu'on se respecte trop pour accepter d'être ballotté de plans d'austérité en plans d'austérité. Parce qu'on se respecte trop pour que le fruit de notre travail soit dilapidé en outils servant à nous réprimer, à nous filmer partout et tout le temps, à redistribuer notre maigre part des richesses que nous produisons à ceux qui captent déjà tout. Vous savez, les Mulliers, les Bouygues, les Arnaud, une part indécente des richesses est parasitée par la bourgeoisie. On peut voler 1 euro à des millions de personnes, mais ces millions de personnes ne devraient pas se laisser faire. On n'a pas besoin d'eux, c'est notre pognon. Pas le leur, pas ceux de Bayrou, de Le Maire, de Borne ou même de Nicolas. Le 10 dans la rue et le 11 on continue. Pour justifier leur casse sociale, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut que le travail paie. Bah acte les gars, donnez-nous l'argent. Et t'inquiète qu'on va le dépenser en PS5 et en téléviseur comme on le fait déjà avec la prime de rentrée. T'inquiète pas. Le travail doit permettre à notre société de vivre
de nous faire vivre, et pas comme c'est actuellement le cas, de nous tuer, soit directement, soit indirectement, soit par accident, soit par mort lente, parce que comme entre Fâche-Tuménil et l'île Sud, les sols sont pollués au plomb. Vous voulez faire des économies sur la santé? Ok. Bah faites en sorte qu'on ne se blesse pas ou qu'on ne meure pas au travail. Chaque année, des millions d'accidents et de décès sont liés au travail. Et vous en avez déjà entendu parler? Jamais. Vous connaissez leur nom? Non. Pour mériter de la dignité quand on est victime du travail dans ce pays, il faut être flic ou militaire. Et bien pourtant, sans nous, ces flics et militaires, ils n'ont ni caserne, ni commissariat. Parce qu'on se respecte, on va arrêter d'accepter que nos dirigeants préfèrent organiser des parades plutôt que de végétaliser notre belle ville. Plutôt que de tout mettre en œuvre pour que nous puissions nous déplacer facilement, pour que nos habitats ne soient pas trop humides, trop froids ou trop chauds. On va pas se mentir, les briques c'est joli mais ça isole pas bien. Hein. Les quartiers populaires de Lille, Roubaix et Tourcoing, qui sont caractérisés par une forte densité de béton et un manque criant d'espace vert, subissent jusqu'à 5 degrés de température lors des pics de canicule comparés aux quartiers du centre. Dans les quartiers, il n'y a pas d'espace vert ombragé, hormis 3-4 parcs à crottes. Pardon, c'était difficile à dire ça. Parce qu'on se respecte aussi, il va falloir qu'on en finisse avec l'argent dépensé pour que des promoteurs immobiliers puissent se faire du fric sur nos loyers. Pour que les cathédrales de la classe ouvrière lilloise ne deviennent toutes des coins à bobos, comme c'est le cas à Fifcaille ou autour de Ratec. Tout ça pour permettre à des restaurateurs proches du PS de faire leur maille. On vous voit, hein? On sait que si on ne peut plus aller au food truck, c'est parce que c'est vos SRAB qui tiennent les restos autour de Ratec et de Saint-Saul. Chaud bouillon et les maisons folies, c'est bien, hein? Mais c'est les chevaux de Troie de la bourgeoisie. Les loyers à Lille ont augmenté à un niveau qui rend l'accès au logement de plus en plus difficile pour les populations modestes. Fifka, hier, c'était un bastion de la classe ouvrière. Aujourd'hui, c'est utilisé comme la pointe de la lance de la bourgeoisie dans ce quartier. Fif, putain! À quelques mètres de là où a été composé l'International. Maintenant, on y joue au molki, en se disant que les voisins cassos, ils sont un peu trop bruyants quand même. Les loyers augmentent. Les prix du stationnement augmentent. Les dividendes des actionnaires augmentent. Par contre, la qualité de vie et dans la ville et dans les transports, on en parle. C'est pas clivant, ça, on est d'accord. C'est nul. C'est plus possible. Comment on peut être aussi déconnecté pour penser qu'une bonne gestion des services publics peut être déléguée au privé, pardon. Il y a des années de retard sur les travaux du métro. Par contre, l'installation des cartes passe-passe qui a ouvert la voie au portique de l'ignoble Darmanin, t'inquiète que ça a été vite, ça. Passe-passe, un beau projet porté par les Verts. Éric Quiquet, centre pour Darmanin, beau travail des Verts, belle passe-passe décisive pour l'UMP. Aujourd'hui, on parle de macrono-lepénisme. À ce moment-là, on pouvait déjà parler du MPS. Nous, si on arrive, notre but, c'est de pousser... T'envoles pas. C'est de pousser pour créer des régies municipales et métropolitaines. Redonner aux usagers le pouvoir sur l'eau, l'électricité, Internet, le transport, les déchets. Construire une sécurité sociale de l'alimentation permettant à tous les habitants de se nourrir décemment et aux agriculteurs du territoire de vivre de leur travail. En vrai, pour combattre la morosité et la montée de l'extrême droite, vous croyez que le plus efficace, c'est de mener une politique de gauche radicale en faisant tout notre possible pour permettre à toutes et à tous de vivre décemment, ou qu'il faille faire la chasse aux migrants, aux pauvres, aux woke, que si plutôt que de déverser des millions d'euros dans l'île 3000, on redirige le budget vers la création d'instances de réel pouvoir habitant, dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la classe ouvrière, d'hier comme d'aujourd'hui, on ne réussirait pas mieux à faire société sur le territoire, qu'on comprendrait
toutes et tous que d'arrivée récente ou ancienne, on a toutes et tous un point commun. Ici, d'une façon ou d'une autre, on loue notre force de travail pour les bénéfices des muliers, aujourd'hui, d'hier, des mottes ou des bossus, et qu'on peut essayer de changer ça. On peut essayer d'être des exemples pour les autres villes de France, d'Europe et du monde. On n'est pas seul, d'autres initiatives comparables se montent en ce moment à Aubourdin ou à Saint-Étienne et dans d'autres villes de France. De l'île au Rojava, le communalisme démocratique gagne de plus en plus de terrain. Et pour la survie de la race humaine, je vous propose qu'on se rassemble et qu'on aille le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Ils ont construit leur château et leur citadelle sur nos vies. À nous de bâtir un monde nouveau ici. Développons nos moyens de production et de décision. Doublons-les, remplaçons-les, de l'île à toute la métropole. Nous allons être le début de la fin pour ce système. Respectons-nous, prenons le pouvoir, ne le lâchons plus. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Passons à l'offensive. Très bien. Merci Caroline. Salut à tous. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux. Moi, je m'appelle Caroline. Je suis porte-parole aujourd'hui. Alors, en plus d'un contexte politique déprimant, la période que nous vivons est encore et toujours traversée par une urgence absolument vitale, celle de juguler la crise écologique. L'été que nous venons de vivre est classé 3e été le plus chaud depuis 1900 avec les étés 2003 et 2022. Beau score, non ? Les canicules de 2022 et de cette année ont le point commun d'avoir démarré au mois de juin, c'est-à-dire avant que le printemps ne soit terminé. En dépassant d'1,5 degré les températures normalement attendues, c'est un véritable signal d'alarme des risques climatiques que nous encourons tous et toutes. Les canicules sont plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Elles sont la conséquence directement observable du réchauffement climatique. Concrètement, les calottes glaciaires fondent, nos forêts dépérissent et brûlent, les bourgeons sortis plus tôt meurent pendant les gelées, le nombre d'espèces végétales et animales diminue drastiquement. Les taux d'oxygène sont réduits dans une eau de plus en plus chaude, les algues toxiques y prolifèrent, les rivières s'assèchent, coraux, poissons, écrevisses et moules disparaissent. Je répète, bradeux et bradeuses, les moules disparaissent. En ce qui concerne les espèces pollinisatrices, chez les abeilles, les reines et les ouvrières meurent durant les pics de chaleur, et la chaleur elle-même diminue leur capacité à butiner quand elles ont quelque chose à collecter, nectar souvent contaminé par les pesticides déversés plusieurs fois par an dans nos champs. La sécheresse que nous vivons détruit les prairies, mais aussi les tourbières, qui sont de véritables éponges garantissant un environnement humide stable pour notre écosystème et qui proliféraient auparavant dans notre région. En étant gorgées d'eau, elles constituent un habitat unique pour des espèces de plantes, d'insectes, de batraciens et de reptiles qui ne vivent que là. Faute d'habitat et de ressources, ces espèces meurent. Malheureusement, elles ne savent pas toutes migrer, à l'instar de la spatule qui prolifère en baie de Somme, dont la population a été multipliée par 10 en 15 ans. À aucun moment, ces migrations ne résolvent les conséquences de l'Anthropocène. Je profite d'avoir parlé des oiseaux migrateurs en baie de Somme pour vous parler d'une autre espèce, une espèce que nous plaçons également dans notre site pendant ce meeting en réponse à leurs agissements récents. Je veux vous parler des phallocrates misogynes que sont les chasseurs qui sévissent là-bas pendant leur temps libre quand ils ne se travestissent pas en guide touristique afin de se rémunérer. Non contents d'exercer leur loisir macabre qu'ils vont élever au rang d'art ou de sport familial à la portée de tous les magasins Décathlon, qui sont la propriété de la famille Mullier, soit dit en passant. Ils sont venus cet été insulter, menacer et agresser le naturaliste Pierre Rigaud et la photographe Gwendoline Segui sur le domaine public maritime du Crotoy. Nous dénonçons ces violences et leur caractère sexiste, véritable harcèlement sexuel à l'encontre de Gwendoline, et nous leur apportons à tous les deux notre solidarité. Revenons aux chasseurs. Dans un contexte sociétal, patriarcal et fascisant, ces tocards, militants du Rassemblement national, imbus de leur toute-puissance, sont une caricature arriérée de violences gratuites, déployées dans la plus grande complaisance du gouvernement, leur ayant accordé depuis 2019 une ristourne sur les frais d'obtention du permis de chasse. Et pourquoi pas la gratuité tant qu'on y est ? Ils prennent la biodiversité comme une source de capitaux financiers, la glorifiant un jour pour l'abattre le lendemain, en prétendant que leur soi-disant sport soit éthique. En parlant d'éthique, ici à Lille et dans la métropole, on a un sujet sur les pigeons.
On les a élevés pour les manger avant qu'ils ne soient adultes, mais aussi pour faire de la photographie aérienne, pour leur fiente comme des engrais avant l'apparition des engrais chimiques, pour de la recherche scientifique comme moyen de communication civile depuis l'Antiquité jusqu'aux deux guerres mondiales. Maintenant qu'ils sont en surnombre dans nos villes et que nous ne les exploitons plus, et alors qu'on pourrait multiplier les pigeonniers contraceptifs, les municipalités payent avec notre argent des sociétés prestataires pour les piéger et pour les gazer. Beau résultat de la part de la délégation au bien-être animal créée en 2020 par les socialistes. On imagine que cette délégation leur a été inspirée par Martine Aubry elle-même, soutien indéfectible du porc et Dominique Strauss-Kahn. En parlant d'exploiter le vivant, rappelons que l'industrie agroalimentaire est sur un top niveau écocidaire depuis les années 50. Le profit généré par les industriels se passe du coût réel du mode de production. En effet, dans le coût réel d'une production industrielle agroalimentaire, il y a plusieurs factures à payer qu'ils adressent à notre charge. Ils ne payent ni la dépollution des nappes phréatiques contaminées par les nitrates et les pesticides, ni le traitement des maladies telles que les cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires qui sont les conséquences directes de la surconsommation des produits ultra transformés. Que les industriels passent à la caisse et qu'on aille dardard socialiser la production. Nous ne voulons plus de ces produits qui nous empoisonnent et que les muliers eux-mêmes ne mangent pas. Nous voulons reprendre la main sur les conditions de production de ce que nous consommons et toutes les prises de décision qui vont avec. Dans la même famille de dingueries, la construction, ici dans notre région du canal Seine-Nord-Europe, est une aberration totale que nous dénonçons. Ce projet viendrait relier les bassins parisiens avec les grands ports d'Europe comme Anvers et Rotterdam pour y faire passer des méga péniches de 110 mètres de long sur 10 mètres 50 de large, acheminant des millions de tonnes de céréales sous pesticides et des produits de qualité pitoyable achetés depuis Amazon. 10 milliards d'euros minimum, c'est le coût prévisionnel de construction de ce canal financé évidemment par des fonds publics, donc via nos impôts et nos amendes. Et même s'il transportait autre chose que des merdes, la rentabilité financière de ce projet n'est même pas garantie, comme l'a été la construction du canal Rhin-Main-Danube qui peine à atteindre un quart de son objectif. En plus de cela, ils veulent nous faire croire que ce mode de transport désengorgerait nos routes. À d'autres. Évidemment, il s'agit d'un désastre écologique qui consiste à déranger 300 espèces protégées pour creuser un canal qu'il va falloir alimenter en eau qui ne finit plus de tarir de nos rivières et qui soit suffisamment large avec ses 78 millions de mètres cubes de terre à excaver à côté de l'Escaut, soit 10 tunnels sous la Manche, et ce pour y faire passer de monstrueuses péniches, vision dégueulasse dont nous nous passons. Merci, mais non merci. Depuis 1990, le GIEC alerte les politiques institutionnelles sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Aucune réponse n'a été à la hauteur, qu'elle vienne de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy, de Hollande ou de Macron. Voilà ce que vous pouvez attendre de la gauche plurielle PS, PCF, ELV du centre et de la droite. Et les élus RN, on vous oublie pas, on vous a vu signer la loi du plan en coalition avec LREM cet été. Autant vous dire qu'en matière de politique écologique, il y a encore tout à faire, vu qu'ils n'ont rien foutu précédemment. Ils n'ont même pas tenu compte des préconisations faites par la Convention citoyenne sur le climat, convention qui est une preuve que 150 habitants et habitantes tirés au sort et sensibilisés à des questions de société peuvent élaborer des préconisations démocratiquement et à la hauteur des enjeux qui nous attendent tous et tous. Et nous sommes réduits quotidiennement à culpabiliser quand nous avons mal trié nos déchets et quand nous devons prendre la voiture dans des zones vidées, évidemment de tout transport durable comme le train. On est trop mignons. Alors voilà, c'est la rentrée. À cette occasion, Agnès Pannier-Runacher vient nous expliquer que nous sommes sortis de l'économie de l'abondance et vient nous parler d'écologie de guerre. Elle aussi, comme Macron, s'approprie un vocabulaire martial qui permet de neutraliser tout débat en vue de cristalliser le collectif autour d'un ennemi commun, les énergies fossiles, tout en dissimulant les causes réelles de la crise, c'est-à-dire le modèle économique du capitalisme qui veut le verdir sans jamais réinterroger les choix d'obsolescence programmée, ni ceux de la surconsommation. En même temps qu'on cherche à nous faire peur, nous devons faire face aux enjeux que représentent par exemple la pénurie d'eau et les migrations de populations qui fuient leur pays parce que ces zones deviennent totalement inhabitables pour des raisons écologiques comme pour des raisons de guerre. La lutte climatique et la lutte sociale étant intrinsèquement liées, il va de soi pour nous qu'il nous faut accueillir ces populations qui n'ont pas d'autre choix que de fuir.
Et nous, les ch'tis, qui sommes les garants de l'hospitalité en France, qu'allons-nous proposer à manger et à boire sous la grisaille de nos terrasses à ces futurs voisins et voisines quand il n'y aura plus assez de pluie pour arroser nos champs de houblon et nos vergers? On était déjà fatigués par Roselyne Bachelot en 2003, ministre de l'écologie et du développement durable sous Chirac, qui nous recommandait d'aller garer nos voitures à l'ombre. Alors maintenant, on doit se coltiner un appel à la peur lamentable du gouvernement macroniste. Tout ce qu'ils savent faire sous la présidence de Macron en matière d'écologie, c'est recycler les déchets des autres partis, Roselyne incluse, et ce, peu importe leur couleur politique. De la droite avec Bruno Le Maire et Éric Woerth, au PS avec Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Drian et François Rebsamen, jusqu'au Verts, qui sont ici juste à côté, avec Barbara Pompili, François de Rugy, Mathieu Orphelin et Nicolas Hulot. Nous vous laissons apprécier la fiabilité de LV en matière d'écologie radicale quand ils choisissent de finir chez LREM. Bien entendu, nos élus n'ont pas agi seuls pour nous précipiter dans cette crise écologique. Ils ont facilité le déploiement du capitalisme et de ses représentants, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Sterrin, ou encore ici dans la métropole lilloise, les 1400 membres de la famille Mullier. Au hasard, prenons les Mullier. Avec ces groupes Auchan, Decathlon et ADO, c'est-à-dire Leroy Merlin et compagnie, c'est 52 milliards d'euros de fortune et un exil fiscal en Belgique au passage. En reprenant les préconisations du Haut Conseil pour le climat, c'est 100 milliards d'euros par an qu'il nous faudrait pour changer de modèle de société afin de protéger notre environnement et changer nos manières de produire, de consommer ou encore de nous déplacer. Le canal aussi, c'est 100 milliards, on rappelle. Faites le calcul, les Mullier ont une fortune qui couvre les frais sur 6 mois. Je vous laisse imaginer si on rajoutait celle de Bernard Arnault et de l'infâme raciste Vincent Bolloré. C'est nous qui produisons, pas les détenteurs de capitaux. Leur impératif de croissance infinie n'a aucun sens dans un monde constitué de ressources elles-mêmes finies. Nous ne voulons plus de leur modèle de société mortifère qui nous place en compétition les uns contre les autres afin de consommer des produits avec des durées d'obsolescence de 2 heures au mieux à la sortie du carton TU quand il ne s'agit pas de produits qui nous intoxiquent jusqu'à ce que mort s'en suive. À l'offensive, nous ne descendons pas aux sirènes de la peur parce que nous sommes municipalistes et communistes libertaires et que nous savons que c'est en se saisissant des questions sociales qu'on se saisit des questions écologiques. Pour ce faire, nous avons une perspective qui s'appelle l'écologie sociale et qui consiste à organiser le double pouvoir dès maintenant. Ce double pouvoir, c'est ensemble que nous l'organisons en installant un mode de démocratie directe via les AG durant lesquels nous traitons des sujets qui impactent la vie en société, allant autant des questions d'écologie, d'alimentation, de lutte féministe, antifasciste que décoloniale. Nous prenons les décisions de l'organisation de la vie en société sur la base d'une personne égale une voix et nous mandatons celles et ceux qui auront à charge de réaliser le contenu du mandat de façon strictement impérative. Et nos mandats sont révocables. Proposer une liste municipaliste libertaire et atteindre cette victoire localement a du sens sur le changement de la mairie, mais aussi pour installer des espaces expérimentaux de démocratie directe. Par exemple, nous installerons des régies publiques contrôlées par et pour les habitants et habitantes, et nous créerons des assemblées populaires qui permettent de travailler sur tous les points d'attention des changements sociaux. À ce titre, nous vous invitons à participer à nos ateliers gratuits de coécriture de notre programme politique municipaliste libertaire, élaboré pour les municipales par et avec les habitants et habitantes. Nous aborderons dans ces ateliers l'écologie et l'alimentation, les transports, le logement, la sécurité et la lutte contre les discriminations, l'éducation, la culture et la vie nocturne. Le prochain a lieu le samedi 27 septembre après-midi au Singe Savant à Lille. Vous êtes invités à y participer. Il traitera de l'écologie et de l'alimentation. Nous y recevons un maraîcher, une chercheuse en sociologie de l'EHESS, un naturaliste et un militant du groupe local de la sécurité sociale de l'alimentation. Comme un genre de petite convention citoyenne qui s'inspire du modèle de celle du climat, mais avec nos moyens. Il est nécessaire pour y parvenir de constituer un mouvement social qui soit organisé pour être périn. Nous invitons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans notre discours à nous rejoindre et celles et ceux qui n'ont pas fait leur changement de domiciliation à le faire au plus vite parce qu'avec les jours qui viennent, nous avons fort à parier qu'en plus du travail de terrain, nous aurons à retourner dans les urnes. Ensemble avec le NPA, nous cherchons à construire l'union la plus large possible et pour ce faire, il est temps de passer à l'offensive. Merci. Salut à toutes et tous.
Je suis le dernier à prendre la parole. Donc je viens du sud, je viens de Bordeaux plus précisément, et les camarades du NPA de Lille m'ont proposé de venir ici pendant la braderie. Alors c'était pas seulement, au départ je dis oui parce que je pensais que c'était pour manger des moules et des frites, mais c'était pas pour ça en fait, même si on risque de le faire après. C'était pour soutenir leur action politique avec les camarades de l'offensive. Et donc ouais, je suis venu, voilà, avec plaisir. J'espère que je porterai pas malheur parce que vous savez peut-être, j'ai un peu l'image du loser. Hein, à chaque fois que je fais une élection, je perds. Et parce que j'ai quand même tenté 3 fois d'être président de la République et 3 fois ça n'a pas marché. Ce qui fait que je ne ferai pas une 4e fois en fait parce que j'ai compris. Donc j'espère que je ne porterai pas malheur. Mais bon, ceci dit quand même, à Bordeaux on avait réussi un petit coup il y a 6 ans, enfin il y a 5 ans et presque 6. C'était qu'on avait fait une liste qui ressemble beaucoup à ce que les camarades veulent faire ici. Une liste militante, une liste de gauche radicale dans les municipales à Bordeaux. Pour bousculer la droite, pour bousculer la gauche, pour même emmerder ce monde politique tellement bien intégré aux institutions et au système. Et donc on avait réussi à faire 12% au premier tour. Donc on était des camarades syndicalistes, des camarades, quelques gilets jaunes, et des camarades de l'AFI, des camarades du NPA évidemment, puis des militants qu'on croisait comme ça dans les manifs. Et donc on avait réussi à faire quelque chose de chouette, une campagne dynamique, 12%. On va quand même au 2e tour alors que l'enjeu était que la droite perde et qu'enfin la gauche gagne. Enfin la gauche, hein, c'est comme ça qu'on parle, mais bon. Ça mériterait une étude un peu plus précise de ce qu'on met derrière ce mot ou de ce qu'il y avait derrière. Donc en fait, on est resté au second tour en disant qu'on ne voulait pas se mélanger avec la gauche institutionnelle parce qu'on n'avait pas grand-chose à voir finalement. Et on a réussi à faire quasiment 10% au second tour et on a eu des élus. On s'y attendait pas. Bon, après c'est chiant parce que il faut faire le boulot derrière, quoi, hein. C'est vrai que c'est tellement bien une campagne où on s'éclate, où on fait ce qu'on sait faire, coller des affiches, distribuer des tracts et puis voilà, puis faire du bruit comme on peut. Et quand on est élu, c'est autre chose derrière. Bon voilà, donc là, je suis élu avec une camarade de l'AFI et élu aussi à la métropole, mais tout seul. Donc franchement, c'est pas marrant. Mais ça vaut le coup de le faire et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. C'est comment des militants et des militantes d'une gauche radicale peuvent avoir leur utilité dans un processus électoral, y compris pour essayer d'obtenir des élus, mais pas pour avoir l'illusion qu'on pourrait changer des choses dans ces institutions-là. Parce qu'il faut savoir quand même, enfin en tout cas nous on en a l'expérience, c'est que les institutions actuelles, elles sont très bien faites. Bon, on le voit avec Macron, à l'échelle gouvernementale ou à l'échelle de l'État, comment finalement il y a toujours un petit tiroir qui peuvent ressortir pour empêcher un acte démocratique. On a vu avec le 49.3, enfin il y a toujours des solutions comme ça. À l'échelle locale, c'est pareil. En fait, il n'y a pas du tout de démocratie. C'est vraiment un leurre, même à l'échelle locale. C'est de la blague. Tout est archi-contrôlé, tout est sous domination du monde politique actuel, qu'il soit de gauche ou de droite. Tout le monde est bien intégré. Ça s'appelle de la gestion. Tout le monde sait très bien être gestionnaire et tout le monde se regardez, je gère bien la ville, regardez, c'est vachement mieux qu'à vous. Enfin, voilà. Donc du coup, on peut pas faire grand-chose finalement. Mais ceci dit, quand même, c'est hyper important d'être là parce qu'on est des militants et des militantes politiques et il n'y a aucune raison finalement de pas être là quand il y a des élections, au moment où des gens sont censés choisir des représentants. Même si nous, comme ça a été dit précédemment, on est plutôt pour une démocratie directe, un contrôle direct des populations, ce qu'on appellerait l'autogestion, le contrôle ouvrier ou le contrôle des populations. Donc ça, c'est notre idée principale. Mais ceci dit, dans un processus électoral, autant montrer que la gauche, par exemple, c'est pas que ce qu'on voit. C'est parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que cette gauche intégrée, libérale, et qui nous explique à chaque fois qu'elle est élue que finalement elle ne peut pas appliquer le programme parce que finalement c'est trop compliqué et tout ça. Donc nous on veut faire entendre autre chose, on veut montrer qu'autre chose peut exister. Et cette autre chose-là, c'est pas des chouettes futurs élus, parce que nous on n'est pas des meilleurs élus que les autres finalement. Ce qui peut changer la donne, c'est quand la population, quand les habitants et les habitantes s'occupent eux-mêmes de leurs affaires, quand ils font de la politique ou quand elles font de la politique, quand elles s'auto-organisent dans leur quartier, là où on bosse, enfin là où on vit, et c'est ça qui va être déterminant. Et donc du coup, ce qui va être important, c'est mener une campagne municipale en lien avec les mobilisations et comment on peut justement aider à ce que cette campagne municipale, ce soit une politique qui aide les gens à s'auto-organiser, qui leur donne cette conscience politique. On ne changera pas les choses si c'est pas des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui s'occupent de politique. On ne peut pas nous régler les choses à la place des autres, ça c'est pas possible. On ne peut pas le faire croire non plus. Alors quand on a un élu
élus. Voilà, là, par exemple, moi, je suis élu à la métropole. Bah, là, on voit très bien l'impuissance qu'on a. D'abord, c'est hyper désagréable, hein, parce qu'on se retrouve dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre, y compris même à l'échelle locale. Mais ceci dit, encore une fois, je fais le lien parce que je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas se présenter, qu'il ne faut pas d'élu. Un élu, ça peut déjà emmerder les gens en place, parce que quand on dit des choses, quand on se solidarise des luttes sociales, quand on revendique le droit à des réfugiés de venir vivre ici, quand on défend la Palestine ou le soutien à la Palestine, quand on mène des batailles anti-racistes, parce qu'on peut faire de la politique dans ce monde-là. Parce qu'eux, ils font pas de politique d'ailleurs. Quand on discute de toutes ces choses-là, eux, ils nous disent « Ah ben vous vous trompez d'assemblée. Il faut aller à l'Assemblée nationale, mais certainement pas dans une métropole, certainement pas dans une commune. » C'est des conneries, évidemment. Et on peut faire de la politique à tous les étages et on peut revendiquer, défendre nos idées partout. Et ça, au moins, on a ce plaisir-là, de revendiquer, de faire entendre ces choses-là, de faire entendre des luttes, de démontrer qu'on est du côté des luttes ou du côté des populations qui sont aujourd'hui victimes de la crise, qui souffrent de tas de choses. Bon. Donc ça, c'est important. Mais après, voilà, c'est comment on fait le lien avec des mobilisations, comment on fait le lien dans les quartiers. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Et c'est ça qui peut changer la donne, en fait. Voilà. Donc nous, ce qu'on espère, en fait, c'est que dans la période actuelle, bon, vous avez bien compris, on parle élections. Ça fait, comme l'a dit Paola tout à l'heure, ça fait un peu décalé. Alors que finalement, ce qu'on a dans la tête, c'est pas tellement les élections dans 6 mois, c'est plutôt ce qui va se passer à partir de demain. Hein, demain, je crois que c'est le dernier jour de Beyrouth. On va pas le regretter. Et je sais pas s'il y a un apéro de départ ici à Lille. Hein, mais c'est sympa à faire. Hein. Donc, je crois que dans pleine ville, il y a un petit rendez-vous pour fêter le départ de Beyrouth. Mais bon, ce qui est déterminant et ce qu'on a dans la tête, évidemment, c'est ce qui pourrait se passer à partir du 9-10. 9-10 dans le sens que c'est la préparation. Le 10, c'est les journées qui suivent. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va prendre? On n'en sait strictement rien. On espère en tout cas. Derrière, il y a le 18, ce que disait Paola. Et puis voilà, on sait que de toute façon, dans nos têtes, il y a à un moment donné cette envie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et l'avantage de cette date du 10 septembre, c'est qu'elle remet d'actualité la question de la mobilisation. Elle remet d'actualité cette colère qui existe, dont on sait qu'elle existe partout, mais qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui la façon de l'organiser, cette colère-là, et de devenir une force politique, une force sociale qui puisse bouleverser la situation. On ne sait pas faire encore. On a eu le mouvement des retraites, hein, il y a 2 ans, qui avait montré la force qu'on pouvait avoir et qui avait montré des possibilités, en tout cas, de faire trembler un gouvernement et puis de pouvoir, à un moment donné, commencer à changer les choses. Mais vous avez vu, la défaite du mouvement des retraites, elle nous coûte cher, comme toute défaite du mouvement social d'ailleurs. C'est qu'après, ça renforce la résignation, parce qu'en fait, on fait des manifs, on se bat, on fait trembler le gouvernement, et au bout du compte, on perd. Et on se dit, mais merde, comment... enfin, à un moment donné, on est un peu con, c'est vrai. Hein, c'est ça qui est terrible d'ailleurs. Hein, c'est que le possédant, le puissant, il sait tirer les leçons quand il rate son truc. Et nous, on est assez cons pour refaire exactement pareil à chaque fois. Et on sait qu'on perd, mais on continue pareil. Et donc, c'est là aussi, on aura besoin d'avoir une réflexion sur quel type de mouvement social. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une expérience sur laquelle on doit s'appuyer, parce qu'effectivement, c'est un mouvement très particulier qui, lui aussi, a fait bouger des choses malgré tout. Et donc voilà comment, à partir de ce qui peut se passer aujourd'hui, comment prendre, enfin voilà, avoir cette réflexion-là de la stratégie dans les luttes, de quelle forme de lutte, est-ce qu'on utilise la manif tout le temps, est-ce qu'on avec la grève générale, est-ce qu'on bloque, est-ce qu'on sabote, est-ce qu'à un moment donné on répond à la violence policière, de quelle manière, comment on se défend en fait, parce qu'on le voit bien, on est dans un monde de plus en plus violent et de moins en moins démocratique. Alors ok, le capitalisme n'a jamais été démocratique et la 5e République, puisqu'on est en France, la 5e République n'a jamais été démocratique. Mais on le voit, plus il y a d'inégalités sociales, plus il y a de misère, de chômage, de précarité, plus il y a de démantèlement de services publics, et bien plus il y a des tensions sociales. Et plus il y a des tensions sociales, plus il y a des risques de colère sociale, plus d'expression, de révolte et d'émeutes, plus les possédants, ils durcissent la société. Et c'est là où on voit comment la démocratie, c'est une vitrine. Comment la démocratie, c'était juste, bah tiens, on va voter, on choisit le connard qu'on veut finalement. Hein. C'est ça la démocratie. Et on voit bien que ça vole en éclats. Et en entreprise, on le voit encore mieux. La démocratie, ça n'a jamais été une réalité. Donc du coup, ce qui se passe, c'est ça. C'est que c'est de plus en plus répressif, de plus en plus violent, parce que les possédants, eux, ils réfléchissent et ils savent bien qu'il y a potentiellement un risque d'explosion sociale. Et ça, il faut l'étouffer avant que ça démarre. Et c'est pour ça que vous avez vu peut-être les déclarations de Retailleau qui dit non, les journalistes, c'est fini, vous venez plus quand il y a des risques de violence urbaine. Voilà, donc on voit bien comment eux, ils se préparent. Donc nous, c'est ça, comment on se prépare aussi au combat.
il y a une bataille la plus démocratique possible pour nous, c'est-à-dire le plus unitaire possible, en discussion, en réflexion. Comment on fait un mouvement de masse, comment on convainc, comment on entraîne. Ça, c'est l'aspect classique d'une mobilisation. Mais il y a aussi la discussion sur les modes de lutte qu'il va falloir mettre en place. Et en face, on a des gens qui vont écraser le moindre début de combat. Et c'est pour ça qu'il faut aussi discuter de ça à l'avance. Et à côté de ça, ça a été dit aussi, on est dans une société où il y a une idéologie d'extrême droite qui prend de plus en plus de place. Et l'extrême droite, elle n'est pas que du côté du RN, elle n'est pas que du côté des petits... Il y avait aussi des gens là qui s'appellent Debout la France. Elle n'est pas que du côté de là. Elle est aussi dans l'appareil d'État. Elle est aussi déjà au gouvernement. Elle est aussi déjà dans la droite. L'idéologie d'extrême droite, l'idéologie réactionnaire, l'idéologie violente qui rêve d'écraser le mouvement social. Donc on voit bien le danger, il est un peu partout. Ça, il faut en prendre conscience. Et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout le temps qu'on a aujourd'hui à se préparer à ça, parce qu'on ne sait pas à quel moment on va être frappé réellement. On ne sait pas. On sait qu'aujourd'hui, il y a des militants et des militantes qui sont arrêtés, qui sont mis en garde à vue dès qu'ils vont faire chier Lafarge ou dès qu'ils vont essayer d'empêcher une bassine de se construire, ou la 69 du côté de Toulouse. On voit la répression, on voit la violence. C'est pas juste une violence policière, c'est une violence judiciaire, c'est une violence d'État, c'est une violence politique des dominants. On voit tout ça aujourd'hui qui se met en place. Et donc, on a intérêt aussi à réfléchir et à voir comment on peut se protéger. Et ça peut aller très vite. Et donc, il y a une forme d'urgence. Et ce qui va se passer le 10 septembre, en espérant qu'il se passe quelque chose le 10 septembre, ça peut être justement le petit déclic dont on a besoin pour pouvoir changer la donne et pour pouvoir redonner de l'espoir. Parce qu'en fait, ce qui nous manque, c'est ça, c'est l'espoir, c'est la confiance en nous-mêmes. On n'a plus du tout confiance en nous. On a tellement peu confiance en nous qu'on va continuer à voter en sachant, en se disant, putain, mais c'est qui le moins con, en fait on en est là. Et il nous manque cette confiance-là. Et quand on aura de la confiance en nous-mêmes, quand on aura ce sentiment qu'on peut être une force, et il faudra s'appuyer, on s'appuie avec les expériences passées, mais et puis ce qui se passe aujourd'hui, il y a des résistances féministes, des résistances LGBTI, il y a des résistances de soutien aux réfugiés, la bataille de soutien à la Palestine, tout ça, ce sont des résistances, ce sont des luttes. On voit que la moindre des luttes aujourd'hui est difficile, mais c'est là-dedans qu'on peut retrouver de la confiance. Et cette confiance-là, elle nous aidera à être radicaux. Et le radicalisme, oui, c'est la rupture avec les institutions, c'est de dénoncer ce système-là. Alors les camarades, ils parlaient de le renverser. Bon, c'est un projet, c'est notre projet, comme dirait le camarade. C'est vrai, on a un projet ambitieux, c'est de renverser le capitalisme. On sait que ça ne se passera pas qu'ici, c'est à l'échelle de la planète. Mais en attendant, c'est comment ce rapport de force, il peut s'inverser. Et ça pose le problème, oui, d'une radicalité, d'une confiance en nous-mêmes, et donc d'élargir le plus possible. Donc je finis sur cet aspect-là. Les municipales, on est pour une politique la plus radicale possible, la plus anti-système, la plus anti-institutionnelle possible, anticapitaliste, et puis avec tous les combats qui sont menés aujourd'hui. Mais en même temps, c'est le plus unitaire possible. C'est pas toujours facile à gérer, parce que plus on est large, moins c'est radical des fois. Mais il faut qu'on apprenne à le faire. De toute façon, on a besoin de regrouper des forces. On a besoin de travailler ensemble, de créer un cadre commun, militant, qui permettrait justement de retrouver de la confiance en soi. Et ça, c'est déterminant. Après, on verra, c'est ce que les camarades tentent, mais c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. D'abord, l'aspect unitaire, prendre conscience que, quelles que soient nos divergences, je parle de la gauche radicale, mais même on peut parler d'une gauche un peu au sens large, parce que des fois, ça sert à rien de dégommer comme des dingues le PS ou le PC ou machin. On sait ce qu'ils ont fait. En fait, le PS, ça fait plus d'un siècle qu'il trahit. Le PC, avec le stalinisme, ça fait un siècle quand même que c'est plus trop notre camp social, d'une certaine manière. Donc du coup, ça on sait, ça c'est plié. Maintenant, des militants et des militantes du PC, du PS, y compris évidemment chez les écolos, ça peut être des alliés. Il faut discuter de comment on peut malgré tout construire ensemble, comment on peut mener des batailles ensemble, que ce soit sur le terrain électoral ou sur le terrain de la rue. Mais voilà, donc il y a la question unitaire qui est primordiale, et derrière aussi, c'est comment dans cette unité-là, on peut influencer et on peut être les plus radicaux possible, parce que de toute façon, le radicalisme, ça ne sera pas une utopie, ça sera la seule chance de s'en sortir. C'est parce qu'on sera capable de montrer les dents, de se battre réellement et de bousculer l'ordre social tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc j'arrête là. Donc bon courage aux camarades. Et là, je pense qu'on va pouvoir aller manger des moules frites, c'est ça? Voilà. Et ciao. Et juste, venez nous aider à mener cette campagne, donc n'hésitez surtout pas à laisser vos contacts si vous voulez construire cette campagne d'extrême gauche avec nous.